Bonjour aux amis du Presse Club. Nous accueillons le président Christopher Baldelli, président de Public Sénat. Bonjour. Et Christophe Deloire, président de Reporters sans frontières. Secrétaire général et directeur général, mais pas président. Bon, ça viendra. Vous avez l'un et l'autre... Nous sommes là pour parler des états généraux de l'information. Vous avez l'un et l'autre un vrai parcours. Vous-même, vous avez démarré... vous avez fait Normal Sup, contrairement au président Macron. Vous avez ensuite fait Sciences Po. Vous avez été dans les cabinets ministériels, notamment avec Philippe Douste-Blazy à la communication. Et ensuite, auprès du Premier ministre, c'était lequel à l'époque ? C'était Alain Juppé, et dans le cadre de mes passages en cabinet ministériel qui ont duré 3 ans, mais j'ai également travaillé avec Nicolas Sarkozy, notamment à l'époque sur les aides à la presse. Et c'est là qu'est arrivée l'idée qu'il a eue et sur laquelle j'ai contribué de la création du Fonds pour le portage, qui n'existait pas. Voilà, ensuite vous avez été à M6, vous avez été directeur général de France 2, donc vous avez un parcours assez riche dans l'audiovisuel que vous maîtrisez parfaitement. Christophe, vous êtes à la base un journaliste, vous avez travaillé pour Le Point, pour Arte, pour TF1 surtout. Vous avez fait un livre, je crois, il y a une dizaine d'années qui a marqué, qui était un peu prémonitoire, les islamistes sont déjà là. Vous avez fait un autre livre qui s'appelait Sexus Politicus, je crois, c'est ça ? Où vous décriviez sur les frasques, entre autres, de Dominique Strauss-Kahn, avant l'heure et avant MeToo. Et puis vous êtes maintenant, depuis une dizaine d'années, c'est ça ? Président de... directeur général, 12 ans, directeur général de RSF. Voilà. J'ai un peu envie de vous demander, parce que le sujet peut sembler aride, qu'est-ce que vous faites aux États généraux de l'information, qui ont été lancés par le président Macron, ce qui tout de suite lui a valu des suspicions de vouloir domestiquer le contre-pouvoir que nous sommes. Donc quels sont vos rôles respectifs? Quel est le timing, le calendrier? Et à quoi peut-on aboutir et à quel horizon? Alors Christopher Baldelli peut-être? Non, Christophe d'abord. Voilà. Alors d'abord, avant de répondre précisément sur nos rôles respectifs, et pour moi sur le mien, vous dire que les États généraux de l'information, c'est vraiment un processus collectif. Et que c'est pas juste une annonce publicitaire que de dire ça. C'est un processus collectif parce que les États généraux, leur responsabilité a été confiée à un comité de pilotage indépendant, composé de 5 personnes, et présidé depuis janvier par Bruno Patino, qui est par ailleurs le président de la chaîne franco-allemande Arte. Quand je dis indépendance, c'est pas, là encore, un vain mot. Pas une formule. Moi, je n'y serais pas allé si je n'avais pas eu des garanties d'indépendance et si tous les jours, je n'envoyais pas la manifestation. Ce comité de pilotage travaille avec 5 groupes de travail, dont les présidents ont été nommés par lui, et Christopher Baldelli préside le groupe qui est chargé de l'avenir du journalisme, au fond de l'avenir des producteurs d'information, mais je laisserai Christopher parler évidemment de ses propres responsabilités. Et nous avons nommé des membres des groupes de travail avec les présidents sur la base de candidatures qui avaient été faites, alors dans un laps de temps assez court parce que le temps pressait, donc de personnes qui s'étaient manifestées, qui ont des profils très très différents les uns des autres, et c'était un enjeu majeur. Ces groupes de travail se fondent sur une participation professionnelle qui est extrêmement intense, sous forme de contributions écrites, sous forme d'auditions, qui sont nombreuses, sur une participation citoyenne, alors là qui prend des formes très, très disparates, donc je ne vais peut-être pas dans cette première intervention en parler, mais il y a une participation citoyenne très intense dans toute la France, sous des formes différentes. Il y a une participation du monde de la recherche, et à la fin, sur la base des propositions qui sont en ce moment définies, formulées par les groupes de travail, nous remettrons des propositions. Alors, il y a, en propos disant qu'il y avait une suspicion, moi, ce qui m'a, quand même, dès le début, aussi rasséréné sur la démarche, c'est que moi, j'ai fait le tour des groupes parlementaires, sans exclusive, pour aller leur présenter cette démarche-là. Et je dois dire qu'aucun n'a dit cette démarche, elle est illégitime, c'est une volonté de contrôler l'information, etc. Aucun. Il y avait la perception générale, commune, que
nous sommes dans une crise de l'espace informationnel qui est très large, avec d'abord la disruption de la distribution de l'information avec les réseaux sociaux, qui est à l'origine d'une désintermédiation du champ de l'information, qui a des effets très forts, alors certains positifs, mais aussi des effets très violents. Une mondialisation de l'espace informationnel, qui favorise les ingérences étrangères. Enfin, il suffit de suivre l'actualité pour le constater. Et puis là, on entre en plus dans une nouvelle disruption, qui est celle de la production d'informations. Alors, certains peuvent avoir du scepticisme sur quels seront les résultats. Ça, c'est normal. Le scepticisme, c'est un sport national, et il n'y a pas de raison qu'il n'existe pas là-dessus. Et puis, on va continuer le débat pour rythmer un peu. En tout cas, je répondais à cette Oui, question-là. Je pense que, quand même, sur le constat, il y a un constat commun et qu'on peut s'appuyer là-dessus. Et que c'est pas inutile. Alors, Christopher. Alors, effectivement, il y a 5 groupes de travail. Je préside le groupe 3. Donc, le groupe 3, c'est le groupe qui est en charge de l'avenir des médias et des producteurs de l'information, dont naturellement les journalistes. Je voudrais juste dire un petit mot sur la façon dont travaille ce groupe. C'est un groupe qui est constitué de 7 personnes. Dans ces 7 personnes, il y a des profils très différents et des âges très différents. Il y a un peu près la moitié qui sont des journalistes, l'autre qui sont des experts du secteur ou des dirigeants d'entreprises qui travaillent sur le secteur. Très variés, de la presse, de la télévision, de la radio, du numérique. Et pour donner un exemple, nous menons beaucoup d'auditions parce que c'est un secteur extrêmement dense avec des représentants des radios, des télés côté patronal, côté journaliste, côté syndical. Donc on essaie d'entendre tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont un point de vue, qui ont des analyses et des propositions à défendre. Donc je pense qu'au total, nous serons sûrement à une 60aine d'auditions. Et je dois dire que c'est extrêmement instructif parce qu'on a beau être les uns et les autres des connaisseurs du secteur. Tu as rappelé Hubert, pour ma part, j'y travaille depuis un certain temps. Dans le public, dans le privé, dans les différents médias. Mais c'est toujours intéressant d'entendre tous ceux qui font le secteur. Je dirais juste un mot, et puis après il y a la question, tu as posé la question de à quoi ça sert, donc je ne sais pas s'il faut y répondre tout de suite, Christophe y a déjà un peu répondu, mais évidemment je peux y répondre, mais juste pour finir, je dirais que je vois en rencontrant dans ces auditions, il y a quand même beaucoup de sujets, d'attentes, de problématiques et de difficultés. Mais les entreprises sont là, les individus sont là, donc il ne faut pas tout attendre de ces états généraux, Dieu merci. Les entreprises, tous les jours, réfléchissent, trouvent des solutions ou ne les trouvent pas. Néanmoins, on pourrait y revenir. On sait que dans notre pays, les pouvoirs publics au sens large, à travers les aides, les règles, les lois, tout ce qu'on veut, ont un rôle, et parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, ont un rôle non négligeable sur les secteurs. Alors, il y a plusieurs thèmes, on va les prendre les uns après les autres pour être concret, pas faire une masterclass trop académique et pour capter aussi l'attention des adhérents du Presse Club et au-delà. Le premier sujet qui a percuté ces états généraux de l'information, c'est le pluralisme. Et vous-même, Christophe, vous avez porté plainte auprès du Conseil d'État demandé au Conseil d'État de porter plainte contre CNews pour que la question du pluralisme soit posée par l'Arcom, ce qu'a fait l'Arcom, qui a reçu donc les dirigeants de CNews et leurs principaux animateurs en audience, et ça crée une polémique très forte sur d'abord la raison pour laquelle vous avez fait ça. Vous avez vous-même été interviewé par CNews et apparemment vous n'avez pas pu vraiment exprimer vos opinions. CNews ensuite estime faire l'objet d'un procès stalinien. Ils ont estimé que les audiences auxquelles ils avaient été reçus n'avaient pas été menées de façon objective. Alors, au départ, vous êtes plutôt quelqu'un qui s'occupe des journalistes emprisonnés, des journalistes qui ont des problèmes dans le monde. Rien qu'à Gaza, il y a eu 90 morts, je crois, au cours des dernières semaines. Pourquoi cette démarche qui vous a fait sortir un peu de votre champ habituel? Surtout, est-ce qu'elle est liée aux responsabilités que vous avez prises dans les états généraux de l'information? Ça fait beaucoup de questions. Alors, j'ai 2 casquettes, qui sont 2 casquettes distinctes. Une à Reporters sans frontières,
une aux États généraux de l'information, mais 2 casquettes qui ne sont pas contradictoires. Mais j'ai pris soin, dès le début, de les distinguer. J'y suis pour les mêmes raisons, aux 2 endroits. Pour faire en sorte que l'information libre, indépendante, pluraliste, fiable, puisse être la plus puissante possible pour le droit à l'information. Et donc je suis animé par le même idéal avec les 2 casquettes. 2 casquettes différentes, je disais. Une casquette RSF, et j'avais une vie à RSF avant les États généraux de l'information, et c'est en 2021 que RSF a demandé à l'Arcom d'exercer ses compétences, et que face au refus de l'Arcom, nous avons, quelques mois plus tard, c'était en 2022, soit bien avant le lancement des États généraux, sollicité le Conseil d'État pour qu'il indique la loi. Je vais y revenir parce que cette décision, elle a été caricaturée, et encore, je suis vraiment dans l'euphémisme en disant qu'elle a été caricaturée. Le pluralisme, il est au cœur du mandat de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, nous avons, en tant que société démocratique, et l'ensemble des sociétés démocratiques, et ça, on y travaille dans l'ensemble du monde, parce que c'est vrai que si on part du principe que RSF est une organisation qui sort des pancartes pour libérer des otages, en fait, on se dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Mais RSF, il y a longtemps que ça n'est plus seulement ça. Je suis désolé, on est venu parler des États généraux de l'information et je me retrouve à parler de Reporters sans frontières, mais c'est pour bien distinguer, pour faire des distinguos. Reporters sans frontières, c'est une organisation qui, au fil des dernières années, a, dans l'ensemble du monde, travaillé sur les sujets de régulation du numérique, y compris sous l'angle du pluralisme des algorithmes, qui est un enjeu essentiel. Comment fait-on pour que les algorithmes ne nous incitent pas juste à nous écharper sans le faire sur la base de faits et que, au fond, ils accroissent juste la polarisation, l'énervement et l'éloignement des faits? Et comment fait-on pour que le pluralisme soit sécurisé dans l'audiovisuel? Je dois dire que récemment, et dans un contexte radicalement différent, mais on est intervenu auprès du pouvoir ukrainien pour favoriser le pluralisme à la télévision ukrainienne. Je peux vous raconter le truc en détail, mais on l'a fait en Ukraine aussi. Pourquoi ne le ferait-on pas en France? En France, il y a un enjeu, comme dans toutes les grandes démocraties, qui est lié au fait que les chaînes de télévision et de radio sur la TNT bénéficient de fréquences publiques qui leur sont concédées gratuitement. Il y a des pays où il y a des appels d'offres et ça coûte extrêmement cher. En France, c'est gratuit. Et en échange de cette allocation de fréquences, il y a des engagements contractuels. Et il y a un engagement sur le fait d'offrir des points de vue contradictoires. C'est ce qu'on appelle le pluralisme interne. Il y en a un autre sur l'indépendance de l'information. Et il y en a un troisième sur l'honnêteté de l'information. Ça n'a pas été tellement raconté, mais au Conseil d'État, nous avons gagné sur 2 points. L'indépendance, alors ce point a été un peu occulté, alors qu'il est absolument fondamental. Et 2, le pluralisme de l'information. Alors je réponds à la question, donc je parle du pluralisme. La décision n'a évidemment pas eu pour visée, ni pour effet, en quoi que ce soit, de limiter la liberté d'expression. Tous ceux qui ont prétendu ça se sont livrés, volontairement ou pas, à une entreprise de désinformation. On est au cœur du sujet. On va peut-être passer la parole à Christopher pour justement répartir un peu les choses et les rendre plus dynamiques. Alors, vous êtes président d'une chaîne qui elle-même est au cœur de l'actualité. D'abord parce que le Sénat, très vite, s'est présenté comme un contre-pouvoir de la présidence de la République dès les débuts du premier mandat du président Macron. Ensuite, tout récemment, il y a eu tout ce débat sur la constitutionnalisation de l'IVG. Et puis, vous avez, dans 2 jours, normalement, le 14, vous organisez le premier débat sur le scrutin du 9 juin, le scrutin des élections européennes. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques problèmes sur la participation du Rassemblement national et que Jordan Bardella se faisait un peu désirer. Alors, comment est-ce que vous évaluez ces questions de pluralisme, sachant que dans les questions qu'on a pu se poser à propos
de l'initiative prise par Christophe Deloire. On dit le pluralisme, c'est peut-être facile à déterminer au niveau des invités, et c'est souvent ce qui a été fait au sein des chaînes. Mais faut-il également évaluer le pluralisme des journalistes eux-mêmes? Et comment peut-on le faire en pratique? Alors, sur cette question, d'abord, merci de rappeler, c'est vrai que Public Sénat va organiser le premier débat des européennes avec le groupe EBRA, qui est un groupe de presse régionale, notamment tous les titres, la plupart des titres de l'Est de la France, les dernières nouvelles d'Alsace, l'Est républicain, etc. Et nous faisons ça à Strasbourg. Pardon ? Le Sud-Est, non, parce que c'est Nice matin et la Provence. Alors, ça dépend où on met le Sud-Est. Mais en tout cas, Christopher, vous collaborez. Libéré, tout ça, etc. Vous collaborez régulièrement avec la presse régionale absolument, à travers son émission emblématique Extra Local. Permettez-moi de faire un peu de pub au passage. Et nous sommes d'accord parce que nous sommes à la fois une chaîne, et c'est important, une chaîne civique, une chaîne parlementaire. Effectivement, on est là pour rendre compte du travail remarquable sur plein de sujets qui est mené par le Sénat, mais aussi une chaîne des territoires, d'où tout le travail que nous faisons, notamment avec la presse quotidienne régionale. Je ferme la parenthèse, mais ce sera le premier débat, donc ça vaut le coup de le voir. Évidemment, on est dans une logique de pluralisme, donc tous les candidats des principales têtes de liste, soit 8 candidats sont invités, participeront. Nous avons eu la chance que tous les têtes de liste soient présents, une exception près, ça a un peu défrayé la chronique. Le Rassemblement national, qui n'a pas souhaité envoyer sa tête de liste, M. Bardella, mais qui nous a envoyé M. Mariani, qui sera également sur la liste. Bon, il y a eu des polémiques là-dessus, peut-être j'y reviens pas. Mais du coup, la question que tu poses, Hubert, c'est celle du pluralisme qu'on vient de voir à travers la décision qu'a initiée auprès du Conseil d'État Reporters sans frontières. Mais pourquoi ? On parle d'information, c'est pas à vous que je le dirai, ces états généraux de l'information. Nous savons tous et nous sommes intimement convaincus, et c'est pour ça qu'on fait ces métiers, que l'information est au cœur de la démocratie, du fonctionnement de la démocratie. Et pour ça, il faut qu'elle soit effectivement pluraliste, parce que le propre des démocraties, c'est d'avoir de l'information pluraliste. Et les enjeux dont nous parlons là sont des enjeux essentiels. C'est-à-dire que souvent, on voit que plein de sujets sont mis en avant comme essentiels dans nos sociétés, mais on finit par oublier que la démocratie est peut-être le sujet le plus essentiel, parce que les autres ne seraient pas mis en avant si nous n'étions pas dans une démocratie. Et de ce point de vue-là, ces états généraux, j'y reviendrai, c'est quelque part une chance, parce que c'est une réflexion sur comment faire que les entreprises, les médias, les journalistes puissent contribuer le mieux possible à la démocratie. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a plus de chances dans cette sphère-là, je le dis, c'est un plaidoyer un peu pro-domo, mais dans la sphère des médias et des journalistes, on a plus de chances de donner des éléments vitaux pour la démocratie que sur un certain nombre de réseaux sociaux. Entre guillemets, c'est la question des fake news qui est évidemment un poison terrible pour la démocratie. Et c'est quand même plutôt chez les journalistes et dans les médias qu'on trouve des réponses aux fake news. Alors, pour revenir en un mot, je ne vais pas la commenter davantage, mais sur la décision, parce que c'est une question de pluralisme, qui a été prise, initiée par RSF et prise par le Conseil d'État. D'abord, il faut le rappeler et le redire, c'est une décision qui s'applique non pas à CNews, mais à l'ensemble des médias audiovisuels, privés ou publics, télévision, radio. Tout le monde n'a vu, parce que, effectivement, la requête concernait CNews, mais la décision du Conseil d'État est de portée générale sur l'ensemble des médias audiovisuels. Donc pour répondre, et j'en finirai là-dessus parce qu'il y a plein d'autres questions, mais pour répondre à la question de Hubert sur comment on fait concrètement, est-ce qu'on va définir si un journaliste, quelle est sa position politique, je ne vais pas rentrer, je pense que Christophe souhaitera peut-être en reparler. C'est pas exactement... Enfin, il y a plusieurs façons de comprendre cette décision du Conseil d'État. Le président de l'ARCOM lui-même, sans nous dire pour autant comment il allait faire, a dit on ne va pas ficher les journalistes et les intervenants. D'autres ont dit qu'ils verraient très bien ça comme ça, en voyant notamment qui a participé, à quelle université d'été, à quel moment, à quelle fondation de réflexion, etc. Messieurs les censeurs, il y en a un certain nombre. Ce n'est pas la position qu'a pris l'ARCOM. Mais une fois qu'on a dit ça, moi je ne ferai que citer ce qu'a dit Delphine Ernotte devant la commission d'enquête parlementaire sur le renouvellement des fréquences. Si je ne me trompe, elle a dit que ça pose quand même un problème pratique pour les médias, pour les dirigeants, pour les responsables de médias, à partir de cette décision. Alors, on verra la méthode que proposera l'ARCOM, mais c'est quand même
très compliqué, concrètement, de mesurer en permanence qui s'exprime de quel point de vue. Et en tant que dirigeant de médias, je partage la position de Delphine Ernotte. Une des questions qu'on peut se poser, puis après on passera au problème des fake news dans le contexte et des cyberattaques dans le contexte de la guerre en Ukraine et des offensives russes sur le domaine informationnel. Une des questions qu'on a pu se poser quand même, c'est est-ce qu'on verrait ça aux États-Unis, où il y a une chaîne Fox News qui est bien connue, qui est encore plus agressive que les CNews, qui développe un discours néoconservateur extrêmement agressif, mais aux États-Unis, il y a le 5e amendement et il y a une liberté d'expression totale. En France, les dirigeants de CNews ont eu un peu le sentiment d'un procès en sorcellerie, d'autant plus que, disent-ils, un certain nombre de médias qu'on qualifie de mainstream, pour ne pas parler de France Inter, développe une sensibilité, disons, de gauche, qui est peut-être sans doute plus habilement présentée à l'antenne, mais qui peut apparaître comme le pendant de des thèses qui sont développées à CNews sur l'insécurité, qui est un thème qui revient très régulièrement, et bien d'autres. Donc, la question que je vous pose finalement, Christophe Deloire, c'est est-ce qu'une chaîne conservatrice a sa place dans le paysage audiovisuel français ? Ben moi, ce que je peux dire simplement, c'est qu'il y a une loi en France. Les parlementaires sont libres de changer la loi. Enfin, tant qu'il y a une loi, il est normal qu'elle soit appliquée par tout le monde. Il n'y a pas de chaîne d'opinion. La loi ne reconnaît pas l'existence de chaînes audiovisuelles d'opinion. Point. Je vais poursuivre puis répondre évidemment à ce que disait Christopher Baldelli sur la mise en œuvre. Alors on peut se dire, comme ça, a priori, ce sera très compliqué. Sauf que, est-ce que le système actuel fonctionne ? Le système actuel où l'Arcom a réduit la question du pluralisme des courants d'idées et d'opinion, ce qu'indique la loi, à des équilibres de temps de parole. Bon, je crois que de la vie générale, ça ne fonctionne plus. D'ailleurs, je suis surpris du nombre de personnes qui se mettent à justifier un système actuel alors que l'instant d'avant, elles le dénonçaient en permanence. Quelques exemples. Comme on sait, les antennes régionales, souvent, n'ont pas couvert des meetings politiques de responsables nationaux qui passaient dans la région parce qu'elles se seraient trouvées dans l'incapacité d'équilibrer dans la suite de la campagne. Donc, ce système avait pour effet d'une moindre couverture de l'actualité politique. 2, on voit bien que des personnalités aujourd'hui sont décomptées pour un parti alors qu'elles ne vont pas du tout dans le sens de ce parti. 3, on voit bien que aujourd'hui la parole politique est endossée par des personnes qui ne sont ni candidates, ni élues, et qui donc échappent totalement au système actuel. Et l'un des enjeux, et si Reporters sans frontières est allé là-dessus et que c'est pleinement dans le cadre de notre mandat de défense du journalisme, c'est qu'on est confronté aujourd'hui de plus en plus à des plateaux où on est dans la confusion la plus totale entre ceux qui sont journalistes, ceux qui sont responsables politiques. Ça fait du bien à personne d'ailleurs, parce que le rôle des responsables politiques, c'est pas juste de raconter le réel, c'est de formuler des propositions, et le rôle des journalistes. Bon, bref, cette confusion, elle est très... Parfois un mélange des genres. Il y a un mélange des genres extrêmement puissant. Les journalistes se prennent pour des politiques et des politiques d'ailleurs, pour des commentateurs de l'actualité. L'Allemagne, en 2020, a adopté des nouvelles mesures visant à mieux distinguer ce qui relève du reportage, du journalisme, de ce qui relève du commentaire politique. La décision du Conseil d'État n'impose nullement... Alors, évidemment, à aucun moment, il n'est question du fichage, ou même de l'étiquetage, ou même de la catégorisation politique des journalistes. À aucun moment. Et ça n'est envisagé sérieusement, évidemment par personne. Le président de l'Arcom a été clair là-dessus, mais c'était évident. Il n'y a même pas de recherche d'un équilibre. Parce que si on lit un peu les débats au Conseil d'État, et je dois dire que CNews, comme l'Arcom, ont fait valoir des arguments qui n'ont pas tenu sur le plan juridique,
le rapporteur public a été très clair. Seuls des déséquilibres durables et manifestes relevant d'une intention délibérée de l'éditeur pourraient être visés. Donc précisément, la décision qui vise vraiment à favoriser la liberté d'expression, parce que comme quand sur une chaîne, vous êtes empêché de parler, vous êtes empêché de présenter vos arguments, on n'est pas dans la liberté d'expression. Et que la loi de 86, aujourd'hui, elle favorise au contraire l'ouverture des expressions. Bon. Et donc on est pleinement dans une décision qui favorise la liberté d'expression et qui à aucun moment, vraiment à aucun moment, oui. Et si vous avez un doute, je vous invite à regarder, okay. Ne dit que tel ou tel courant de pensée ou d'opinion n'aurait pas sa place sur tel ou tel antenne. Il y a un autre argument que vous utilisez, et puis Christopher Baldelli va répondre, c'est de dire CNews finalement accentue la fragmentation de la société. C'était quelque chose que j'ai entendu dans votre bouche, c'est-à-dire en gros, on est en train de détruire le consensus de la société française, un peu à l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est quand même toujours un peu de notre référence. Rapidement. Pardon, j'ai pas répondu sur ce point-là. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis ? Hubert, vous avez dit, il y a Fox News. Mais Fox News a précisément été le produit d'une dérégulation américaine. Parce qu'il y avait aux États-Unis, et ça a fondé la démocratie américaine, une notion très forte qui s'appelait la fairness, enfin qui est une loi, pardon, qui s'appelait la fairness doctrine, avec une notion de balance, d'équilibre, qui a été démantelée par Reagan, puis pendant 11 ans par la Cour suprême américaine, qui a permis l'émergence de Fox News. Et disons-le, quand il y a de la polarisation, c'est rarement d'un seul côté. Donc c'est tout le paysage médiatique américain qui a été transformé, effectivement qui a fragmenté la société américaine, et où à la fin, on se retrouve avec un, des médias qui peuvent être dans des logiques de contre-réalité, et deux, des gens qui ne veulent plus vivre dans le même pays. Est-ce que c'est ce dont on veut pour la France ? Ça pourrait être un débat si des propositions de loi qui ont été formulées récemment avançaient au Parlement. Christopher Baldelli. Oui, alors on passe beaucoup de temps sur ce sujet. Tu l'as dit, Hubert, d'abord parce qu'il est d'actualité. Les États généraux de l'information ont naturellement un rôle beaucoup plus large et j'espère qu'on pourra le développer. Mais ce sujet, il n'est pas du tout inintéressant et pas du tout... il est essentiel aussi dans la question de l'information générale puisqu'on est sur la question du pluralisme. Moi, je voudrais juste faire rapidement 2 observations. La première, il faut le redire, tout le monde ne le sait pas, la première, c'est que en France, dans ce pays, qui est un pays démocratique, la presse écrite et la presse en ligne est totalement libre de prendre la ligne politique qu'elle veut, de la changer d'ailleurs dans le temps si elle le souhaite, et elle n'a aucune contrainte en termes de pluralisme dit interne. C'est-à-dire, si je suis le Figaro, je n'ai aucune obligation de donner la parole à des dirigeants communistes ou trotskistes ou je ne sais trop quoi. Et inversement, si je suis l'Humanité. Parce que l'appréciation sur la presse écrite ou en ligne, c'est de dire que l'ensemble de la presse doit représenter le pluralisme. Et c'est à ce titre-là que l'État a une aide au pluralisme qui vise à aider les titres qui éventuellement auraient des problèmes économiques pour assurer ce pluralisme. Dès qu'on rentre dans le domaine de l'audiovisuel, public ou privé, radio ou télévision, nous sommes sur l'usage d'une fréquence hertzienne. Une fréquence hertzienne, c'est le domaine public. Elle n'est pas achetée par la chaîne, elle lui est attribuée gratuitement. En télécom, on paye pour avoir des fréquences hertziennes. En audiovisuel, on ne paye pas. C'est attribué durant une période qui est habituellement de 10 ans, en contrepartie d'un certain nombre d'engagements. Le pluralisme, l'honnêteté de l'information font partie de ces engagements. Donc aujourd'hui, pour des raisons juridiques, sauf tout opérateur peut décider de ne pas vouloir une fréquence hertzienne et se contenter de faire une chaîne uniquement, il y en a un certain nombre, diffusée sur les différentes box Orange, etc., sans hertzien. Dans ces cas-là, il est extrêmement libre de prendre la ligne qu'il veut. S'il est en hertzien, il a l'obligation, c'est la loi française, de respecter le pluralisme. C'est vrai pour tous les opérateurs sans exception, y compris pour le service public. C'est là où je redis que la décision portant non pas sur CNews, mais porte sur l'ensemble de l'audiovisuel privé au public. En revanche, et là j'ai une petite divergence de vue avec Christophe, la décision du Conseil d'État, j'y renvoie, parle également des animateurs d'émissions et des intervenants, je crois même qu'elle dit les chroniqueurs dans les émissions. Donc cela veut dire qu'elle prend en compte dans le pluralisme des gens qui sont potentiellement, et pour un grand nombre, notamment sur les chaînes d'infos, des journalistes. Ce point-là, je demande à voir, donc je reviens à mon observation, je pense que cela va être
extrêmement compliqué de mettre en œuvre cette décision du Conseil d'État. Et un certain nombre de dirigeants de l'audiovisuel, publics ou privés, je citais au moins une personne, mais il y en a d'autres, certains le disent publiquement, d'autres ne le disent pas publiquement, mais il y a quand même l'idée que cette décision n'est pas du tout évidente à mettre en œuvre, d'autant plus que derrière, toute décision de l'ARCOM est susceptible de recours administratif. Donc si les critères ne sont pas clairs et objectifs, c'est un nid à recours sans fin. Mais on peut compter sur l'indépendance de l'ARCOM et celle de son président, qui arrive d'ailleurs en fin de mandat et qui ne s'en sentira peut-être pas tenu d'obéir à telle ou telle injonction pour effectivement affirmer à la fois le droit et l'esprit de la loi. Si on dépasse un peu cette question, elle s'inscrit malgré tout dans l'actualité à venir, le scrutin des européennes, qui est un galop d'essai pour la présidentielle, et puis cette guerre en Ukraine qui fait l'objet d'un débat cet après-midi à l'Assemblée. Alors justement, est-ce que par rapport, on parle des attaques répétées et de l'agressivité russe sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est souvent ce qui est mis en avant pour justifier par le pouvoir actuel la volonté de réagir plus fermement aux menaces que fait planer le président Poutine sur l'architecture de sécurité européenne. Qu'est-ce que nous, journalistes, qu'est-ce que vous, à travers ces groupes de travail, pouvez faire pour essayer de contenir ce qu'on disait aux États-Unis, si on avait appelé ça l'alt information, c'est-à-dire en fait la vérité alternative que tentent de propager les hackers russes sur nos réseaux sociaux? Je vais vous faire deux réponses. Une réponse États généraux de l'information, puis une réponse Reporters sans frontières. La réponse États généraux de l'information, on a un groupe entier, le groupe 4, qui est présidé par Arantxa González, qui est une ancienne ministre des Affaires étrangères espagnole, qui est doyenne de l'école d'affaires internationales de Sciences Po, et qui, avec l'ensemble de son groupe, va formuler des propositions. Très clairement, aujourd'hui, on est dans une situation où, on l'a vu, la Commission européenne a été amenée à prendre des sanctions contre des médias de propagande russe, sans cadre juridique, ou plus exactement en s'appuyant sur des sanctions économiques. Et ça, on peut franchement discuter de la légitimité à l'époque de la Commission européenne, qu'un organe politique, de prendre de telles décisions qui s'appliquent à la liberté d'expression. En revanche, on a besoin de développer, là, et avec une vision systémique, du droit, un cadre juridique. Parce qu'aujourd'hui, dans quelle situation est-on? On a aujourd'hui des médias nationaux, par exemple sous contrainte légale, ne serait-ce que la régulation des médias dont qu'on a en partie évoqué, et qui se retrouvent en concurrence sur certains supports avec des médias à l'étranger qui, eux, ne sont pas soumis à une contrainte d'indépendance éditoriale. Alors, ils ne se retrouvent pas sur la TNT, mais sur les box, sur le net, ils se retrouvent en concurrence directe. Et donc on a une forme de double marché. Donc en termes économiques, c'est pas très satisfaisant. La TNT, elle est condamnée à terme. Alors pas tout de suite. On est tous condamnés à terme. La TNT sans doute aussi. Après, c'est une question de durée. À tout le moins, la TNT tiendra au moins jusqu'en 1930, pardon. Ouais, 2030. Et il y a même des raisons de penser que cela ira au-delà. Donc il y a matière à développer du droit et des initiatives, et ça, les États généraux formuleront des propositions là-dessus, fondées sur le travail de ce groupe dit numéro 4 sur les ingérences étrangères. Je disais peut-être, petite réponse RSF parce qu'elle est d'actualité. Vous avez peut-être vu que la semaine dernière, nous avons lancé un bouquet satellitaire russophone de chaînes essentiellement russes en exil, aussi bélarusses, vers l'est de l'Europe, et arrosant, parce qu'un satellite, c'est pas très précis, mais c'est un satellite de la société Eutelsat, le Hotbird 13, qui notamment arrose une partie de la Russie, le Bélarus, l'est de la Moldavie, l'est de l'Ukraine, pour que des citoyens russes puissent avoir accès à une information indépendante et à des chaînes qui font vraiment de l'information, du journalisme, sans aucun contrôle éditorial autre
que le contrôle interne dans ces rédactions. Donc c'est vraiment pas une logique de propagande contre propagande. C'est une logique de, au lieu d'avoir simplement des régimes autoritaires qui exportent des contenus de propagande vers les démocraties pour les déstabiliser ou pour simplement renforcer leur position, faisons en sorte qu'il y ait du journalisme indépendant, produit dans des démocraties, et qui puisse trouver une audience auprès de citoyens qui sont eux-mêmes sous emprise de régimes autoritaires. Aujourd'hui, on estime que de 6 à 9% seulement des Russes ont accès à de l'information indépendante, à du journalisme digne de ce nom. Il faut absolument accroître, augmenter ce pourcentage. C'est l'objectif de Svoboda. Svoboda, ça veut dire liberté en russe. Il y a aujourd'hui 9 chaînes de télévision et de radio. Il devrait y en avoir jusqu'à 25. C'est les capacités dont nous disposons. Elles fonctionnent déjà ? Ah oui, ça fonctionne déjà, oui. Les 9, là, elles sont diffusées. Et non, parce que l'élection russe approche, là. C'est dans quelques jours. Alors pour l'instant, elles arrivent évidemment dans les cuisines ou les salons, enfin en tout cas sur les téléviseurs ou les radios, de ceux qui disposent déjà de la bonne parabole, du bon boîtier, et ça fait déjà 4,5 millions de foyers, de familles en Russie, où ces chaînes arrivent aujourd'hui chez eux. Il suffit d'une pression sur la télécommande. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement concret et qui vise à renverser la logique de la propagande. Alors, il y a un autre sujet qui fait partie de ces états généraux, c'est la gouvernance des rédactions, c'est l'équilibre économique des médias, et on est dans une phase où, à cause des GAFA, qui ont absorbé une grosse partie du marché publicitaire, cet équilibre économique est de plus en plus menacé. Alors, fort heureusement, ou peut-être malheureusement, beaucoup de médias ont été repris par nos oligarques à nous, bon, le terme est un peu polémique, mais en tout cas des chefs d'entreprise qui ont bien réussi en dehors du métier traditionnel de l'industrie de la presse. Est-ce que c'est une chance pour la presse française notamment que d'être aujourd'hui possédée par des patrons puissants? La presse, disons, indépendante, à l'exemple des quelques titres de la presse régionale encore indépendants comme le Télégramme, la Dépêche du Midi, Ouest France et aussi Mediapart sont de moins en moins nombreux. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution économique? Et ensuite, vieux débat sur la gouvernance des rédactions. Quelle est la place des journalistes dans les décisions qui sont prises, selon les journaux, selon l'histoire, selon la tradition, elle est variable. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer sur la question économique, qui est une question essentielle, parce qu'on peut toujours parler de pluralisme, de gouvernance et de plein d'autres choses. Si économiquement les médias n'arrivent pas à vivre et à survivre, la question deviendra purement théorique. Or, le sujet économique est aujourd'hui un sujet majeur dans beaucoup de pays, dans beaucoup de démocraties, et d'abord en France. Je peux vous donner quelques exemples. Oui, je peux vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, plusieurs titres de presse quotidienne régionale ont lancé des nouveaux plans de réduction d'effectifs. Vous avez une étude de l'Arcom qui vient d'être publiée, qui fait des prévisions, ce qui intéresse évidemment mon groupe, puisqu'il est sur le modèle économique et sur l'avenir des médias et des journalistes. L'étude de l'Arcom a fait des prévisions très inquiétantes. C'est-à-dire qu'elle montre que sur les 5 années à venir, les recettes de l'ensemble des médias, presse écrite, télévision, radio, sont amenées plutôt à baisser, là où les recettes des plateformes, au contraire, est amenée à énormément augmenter. Donc on peut se poser toutes les questions, et c'est légitime, d'indépendance, de pluralisme, mais si on ne répond pas aux questions économiques, on risque d'être sur un champ de ruines. Or, aujourd'hui, si on regarde l'ensemble des médias français, radio, télévision, privé, public, presse écrite, presse en ligne, on a quand même un paysage assez riche, très pluraliste, et d'aucuns diraient pas si concentré que ça. Je renvoie à un papier, une tribune dans le Figaro aujourd'hui de Denis Oliven et de Daniel Kretinsky qui donne un certain nombre de chiffres et qui voit bien quand même que la France a un paysage très pluraliste et extrêmement riche. Christophe, un mot là-dessus, puis après on va passer la parole à la salle. J'ai cru comprendre qu'il fallait tout de suite passer la parole à la salle. Eh bien, très bien. Dans ce cas-là, si vous êtes discipliné, qui veut poser la première question? Et je lui donne mon micro. Non, c'est... Voilà.
Et après, vous faites passer le micro, comme ça, c'est plus simple. Alors, bonjour Rachida Jiri, et réalisatrice de documentaires et chroniqueuse. Je voulais vous demander comment imposer une transparence dans les algorithmes de référencement de ces plateformes dont vous parliez. Et quel est l'objectif d'une fusion des entités de l'audiovisuel public? Et quels seront les dégâts de cette fusion? Merci. Alors, je vais commencer sur la deuxième partie de votre question. Sur le projet qui est annoncé sous une forme ou une autre, j'ai plutôt compris qu'apparemment c'est la forme d'une holding des entités de l'audiovisuel public. Pour le compte, je ne suis pas sûr. Les EGI, les États généraux de l'information, nous, on s'intéresse véritablement à l'information, c'est tout. Donc je ne suis pas sûr que nous ayons une position ou un avis à rendre sur ce sujet-là. Alors on pourrait toujours se poser la question de est-ce que ça aura des conséquences sur les rédactions, sur les journalistes? A priori, il n'y a pas de raison de penser qu'il y aura nécessairement des conséquences sur ces points-là. A posteriori, en fonction du projet, la question se posera peut-être. Sur le premier point que vous avez abordé, qui est celui des algorithmes, alors là, c'est des réponses très difficiles, hein, parce que ces systèmes, comme vous le savez, sont essentiellement des systèmes d'algorithmes. Alors d'abord, il y a des sujets de concurrence, c'est-à-dire que, et là, un certain nombre d'autorités de concurrence, y compris l'autorité française, regardent ça de très très près pour savoir si, en fait, dans les systèmes d'algorithmes qu'ils mettent en place, est-ce que ces systèmes d'algorithmes, et on a des raisons de penser qu'il y a des chances que ce soit le cas, ne sont pas là pour privilégier les propres intérêts de ces plateformes plutôt que les entreprises indépendantes, y compris évidemment les médias qui ont besoin et qui sont sur ces plateformes. Donc il y a déjà une première réponse qui se fait au niveau de la Commission européenne, qui peut se faire aussi dans certains pays, qui est une réponse en termes de droit de la concurrence. Christophe ? Comme vous savez, les institutions européennes, qui là vont être transformées du fait des élections, ont, au cours de la dernière mandature, obtenu l'adoption ou adopté de nombreuses dispositions de régulation. Ce qu'on appelle la législation européenne sur les services numériques, DSA, sur les marchés numériques, DMA, le European Media Freedom Act, sur ce texte sur la liberté des médias. Bref, beaucoup a été fait. Mais il manque encore beaucoup. Et les États généraux de l'information trouvent précisément leur place là, avec deux grandes questions. Qu'est-ce qui doit être fait en plus au niveau européen et qu'est-ce qui peut être fait en plus au niveau national? Alors, il y a des éléments sur la transparence. Vous avez posé la question sous l'angle de la transparence, mais il y a aussi des éléments sous l'angle de qu'est-ce qu'on doit poser comme obligation vis-à-vis des grandes plateformes numériques. Il y a des sujets sur lesquels il y a matière à faire de la proposition. Parce que le DSA, qui est surtout sous un angle d'analyse systémique, qui devrait être analysé lui-même par les plateformes numériques, elles-mêmes sous le contrôle de la Commission européenne, il n'épuise pas tout. Il est notamment surtout sur la question de la distinction entre le licite et l'illicite, et de la mise en œuvre de cette distinction. Mais l'espace public, oui, l'espace informationnel et communicationnel, je finis d'une phrase, ça n'est pas que la distinction entre le licite et l'illicite. C'est aussi dans le champ du licite, et n'oublions pas que le mensonge c'est licite, la rumeur ça l'est. Qu'est-ce qu'on met en place comme mécanisme pour favoriser le pluralisme, l'indépendance, la fiabilité de l'information? Et là-dessus, il y a des choses très concrètes à exiger des plateformes numériques. Et les États généraux de l'information pourront arriver, enfin, et c'est l'objectif, arriveront avec des propositions sur ce sujet-là. Ce qu'on peut souligner quand même, c'est que l'Europe, malgré tous ses défauts, puisqu'on dit que 73% des Français, selon un dernier sondage d'Ipsos Le Monde, y sont attachés, mais que 54% considèrent qu'elle se construit mal, l'Europe fait des efforts en matière de régulation pour essayer de contrecarrer un peu cette tendance, contrairement aux États-Unis, dont on pouvait espérer une loi antitrust qui, pour l'instant, n'est pas venue. Donc l'Europe joue son rôle. Et la question que... Alors, peut-être une autre question de la salle, non ? Allô ? Étienne Ouvrier, journaliste pour les journaux du groupe EBRA.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, la concentration des médias. Alors, même si vous l'avez nuancé, ça reste une inquiétude et des journalistes et je crois des lecteurs et peut-être de la société en général. Qu'est-ce qui peut être fait par les états généraux de l'information? Vous travaillez dessus déjà? Est-ce qu'il y a des pistes? Et puis une seconde question qui répondrait peut-être au thème qui avait été fixé. Que peut-on attendre des états généraux de l'information? Est-ce que, en fait, de manière pratico-pratique, par quoi est-ce que ça va se traduire? Est-ce que ce sera un projet de loi? Est-ce que ça va être débattu? Ou une proposition de loi d'ailleurs? Voilà, de manière pratique, à quoi ça va ressembler à la fin? Et d'ailleurs, à quel horizon? Est-ce que vous avez une date de fin de ces états généraux? Merci. Alors, on n'a pas encore de date précise de fin, mais quand même une échéance très claire qui a été annoncée, c'est on doit rendre nos propositions avant l'été. Donc j'imagine avant fin juin ou tout début juillet. Enfin, aujourd'hui c'est ça l'échéance, même si elle n'est pas beaucoup plus précise. Mais enfin, voilà, on arrive, on se rapproche de la fin. Sur la question de la concentration, il y a une chose sur laquelle, de la vie générale, la loi de 86 qu'on a beaucoup cité ce matin est caduque. C'est sur les critères et les modalités de la concentration. Puisqu'aujourd'hui, la concentration, elle est notamment conçue sous le critère des bassins de population. Et les bassins de population, à l'ère du numérique, ça a plus grand sens. Ensuite, il y a des règles, le 2 sur 3, etc., qui peuvent être revues. Donc il y a un travail sur cette question-là. Et là-dessus, on devrait arriver avec des propositions sur la concentration. Alors, il y a un principe, d'abord, c'est que c'est un travail collectif. Donc tout ça sera annoncé à la fin, puis on va laisser les groupes de travail, on verra quelles sont les modalités de publicité là-dessus, mais parler de leurs propres propositions. Quelle forme ça va prendre à la fin? Est-ce que du coup ça sera un projet de loi? Comment ça va se traduire dans la réalité des Français? Alors, les États généraux de l'information n'ont pas vocation à se substituer ni au Parlement, ni au gouvernement, ni à quiconque, donc ce ne sera pas un projet de loi. En revanche, les propositions que nous formulerons, et ça on a indiqué que ce que nous devions déposer, c'est une stratégie, un plan d'action pour la France sur ces questions, avec certaines propositions qui pourront être supranationales, au niveau européen, et d'autres qui seront au niveau national, et qui là pourront être à différents niveaux législatifs. Il y aura aussi des propositions qui peuvent être de nature fiscale, d'autres liées à d'autres formes de politique publique. Bref, il y aura à tous les niveaux des propositions. Très probablement, il y aura des propositions à caractère législatif. Et notre objectif, c'est quand même de formuler des propositions qui pourront changer la donne. Ouais. Et donc, il y aura besoin de choses assez solides. Et on fera en sorte que les débouchés, ça, on va se battre, on commence à le faire pour que les propositions qu'on formulera puissent trouver ensuite des véhicules de mise en œuvre qui soient solides. Christopher, comment trouver le juste milieu entre le fait de délivrer une usine à gaz de plus et en même temps, la loi de 1881, elle est quand même assez protectrice. On voit des tentations de la faire évoluer, mais en même temps, on dit que c'est comme la Constitution, il faut y toucher d'une main tremblante. Donc comment est-ce que vous allez réussir tous les deux à naviguer au milieu de ces écueils ? Alors d'abord, moi, le but n'est vraiment pas de faire une usine à gaz, parce que, je le rappelle, il y a beaucoup de professionnels, plus de 50, qui sont investis dans ce travail et qui travaillent bénévolement beaucoup. Donc, justement, parce que ce sont des professionnels, on peut attendre à ce qu'on ne soit pas sur des propositions théoriques, idéalistes, etc. Certains nous le reprocheront peut-être. On va plutôt essayer, pour répondre aussi à votre question, d'être dans des propositions concrètes. Certaines auront peut-être une portée assez grande, d'autres auront peut-être une portée limitée. La question de Hubert concerne plus directement la presse écrite, puisque dans la presse écrite, au fond, la position un peu des entreprises de presse, c'est de dire tout ce qui concerne la régulation, loi de 1881, merci, rien d'autre, elle a fait ses preuves, ça suffit. On ne veut surtout pas être, comme nos camarades de l'audiovisuel, être régulés par l'ARCOM ou je ne sais par quel. Mais de l'autre côté, nos amis de la presse écrite, ils sont quand même intéressés par ces états généraux de l'information, parce qu'on pourrait dire, après tout, il n'y a pas de sujet pour eux. S'il y a un sujet sur la question des aides à la presse, où là,
Ils ont certaines idées, ils souhaiteraient certaines évolutions. Donc d'un côté, on voit bien sur tout ce qui est régulation et tout, surtout que rien ne bouge et ne touchons à rien. Mais en revanche, sur les questions économiques, il peut y avoir des idées, des propositions. Je ne veux pas aujourd'hui, comme l'a dit Christophe, dire quelles seront nos conclusions. Mais en tout cas, voilà quelque part la position des entreprises de presse. On l'a entendu, et puis on réfléchira là-dessus. Oui, non, mais tout ça va évoluer. Christopher, juste une anecdote pour rire un peu à la fin. En 81, Gaston Defferre est ministre de l'Intérieur et il reçoit les patrons de la presse régionale, patron de la Provence. Oui, là, du Provençal, c'était pas encore la Provence. Et une patronne de presse lui prend le bras et lui dit « Gaston, faites que rien ne change ». Et donc voilà, ça rappelle aussi les difficultés d'évolution de ce milieu qui reste à certains égards aussi assez corporatiste. Peut-être une dernière question ? Oui, bonjour, Valérie Verduron de France Télévisions, Dimension Politique. J'avais deux petites questions. Une question sur justement les chaînes russophones dont vous parliez tout à l'heure. Par qui sont-elles financées ? Comment sont-elles financées ? Et deuxième question qui est plus sur les états généraux de l'information. Je voulais savoir si ces états généraux, il y a eu les états généraux concernant le climat. Il y a eu des états généraux qui sont encore en cours, je crois, sur l'administration territoriale avec Beauvau. Maintenant, il y a les états généraux de l'information. C'est vrai que ça a suscité un peu de frustration à la suite, à la finalité des débats. Voilà, ça rejoint un peu de la question comment rendre des propositions qui soient réalisables et à mettre en place par la suite, et en particulier au niveau européen. Peut-être pour répondre rapidement là-dessus. On n'ignore pas ce qui a pu être dit sur d'autres dispositifs de participation citoyenne. Bon, là, j'observe que ces derniers jours, il y avait une convention citoyenne sur la fin de vie. Il y a des propositions. Et moi-même, je ne suis pas allé regarder dans quelle mesure ça reprend ce qui a été proposé par la convention citoyenne. Mais là, on n'est pas dans un dispositif de convention citoyenne. C'est autre chose. C'est un autre format. Mais il y a quand même une perception générale qu'on est face à un problème majeur et qu'il faut trouver des moyens systémiques pour protéger notre droit à l'information, pour notre démocratie, pour nos droits, pour nos vies. Donc, on pourra s'appuyer là-dessus. Et répondre à tout ça par petits bouts, ça ne suffit pas. Il faut une vision globale. Une vision qui soit surtout au-delà de la polarisation politique. Nous, on est à la recherche de commun, d'un bien commun, quelle que soit notre place sur le spectre politique. Et donc, ça, il me semble que ça peut recueillir quand même un assentiment assez large et qu'il y a une attente. Donc, on pourra se fonder là-dessus. Très rapidement sur les chaînes. Aujourd'hui, sont des chaînes essentiellement des médias en exil. Alors, il y a quelques chaînes russophones internationales, du genre Deutsche Welle, qui est en train de travailler à son positionnement. Et donc, c'est des chaînes qui, pour certaines d'entre elles, ont été soutenues, d'ailleurs par Reporters sans frontières, qui a soutenu beaucoup d'entre elles. Et leur place sur Svoboda, c'est-à-dire sur le bouquet satellitaire, elle, est gratuite. Et ça, c'est assuré sur le budget de RSF. Christopher Baldé. Je pense qu'il faut vraiment voir, je ne préjuge pas des conclusions qui en seront tirées, mais ces états généraux comme une chance. Pourquoi ? Prenons l'environnement. Il y a eu cette convention citoyenne sur l'environnement. Ça veut dire que le président de la République en faisait une priorité. À l'arrivée, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il a annoncé que sur 100 propositions, il en retenait 97. Donc, on peut toujours dire que tout ça n'a servi à rien. Moi, j'ai le souvenir qu'il a dit... Alors, les ont-ils mis en œuvre un grand nombre ? Oui, puisque la loi a été modifiée, un certain nombre de campagnes de publicité, etc. Donc, c'est quand même faire le procès de dire... On peut discuter de la méthode, de la légitimité, mais faire le procès de dire... que à l'arrivée, tout ça pour rien, si je regarde la Convention citoyenne, clairement, elle a eu beaucoup d'effets. Comme nous, c'est différent, comme l'a rappelé Christophe, on n'est pas dans une convention citoyenne, on est dans un travail de professionnels. Mais je voudrais juste dire, j'estime, en tout cas au début, que le président de la République
prennent, au-delà de toute considération partisane, cette initiative, c'est une chance, parce que ça veut dire que la question de l'information et de la citoyenneté de la démocratie sont mis au moins au même niveau, si j'ose dire, que l'environnement, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc c'est quand même la prise en compte qu'on a des enjeux essentiels. Et j'ajouterais que ces enjeux sont encore plus essentiels, notamment parce que le contexte économique pour les médias et pour les journalistes devient aussi très difficile. Donc je ne préjuge pas des conclusions et de l'intérêt qu'elles auront, mais regardons ça plutôt comme une chance, qu'il y ait une initiative du président sur le sujet, qu'il y ait des professionnels qui travaillent dessus. Après, à nous de saisir cette chance. La toute dernière question, là, Hélène Pilichowski. Oui, éditorialiste. Mais est-ce que vous ne craignez pas d'avoir trop de propositions? Mais compte tenu du nombre de groupes qui ont répondu, j'ai vu ça, j'avais vu qu'il y en a une cinquantaine, j'ai regardé sur Internet hier soir, c'est fou. Mais comment arriver à avoir une idée générale qui puisse satisfaire tout le monde, c'est-à-dire sous-entendu cette conclusion générale qui va être tirée, est-ce qu'elle va satisfaire tout le monde sans qu'il y ait effectivement des protestations en disant comment, nous on avait dit ça, on s'est moqué de nous. Vous voyez ce qui s'est passé. Emmanuel Macron, il a eu beaucoup de mal. Il a eu beaucoup de mal, Emmanuel Macron aussi. Il y a des insatisfaits tout le temps. Donc je vous trouve assez optimiste, et c'est très bien d'être optimiste, bien sûr. Vous êtes peut-être arrivé au bout de vos recherches. Voilà. Mais franchement, c'est tellement compliqué, je trouve. Encore que, oui, comment on va définir tout d'un coup l'objectivité politique et la garantir? Voilà, ça va être difficile. Il faut trouver un texte qui englobe tout. Franchement, oui, mais on attend avec impatience le résultat. Ouais. Merci à ces 50 professionnels qui, effectivement, ne gagnent pas 1 euro et de passer de leur temps. Et je veux dire qu'ils travaillent énormément. C'est vraiment un travail, en plus de leurs autres fonctions, de leurs obligations, où ils décident de consacrer de leur temps. Pardon, j'avais coupé mon micro, mais enfin, j'imagine que vous m'avez entendu. Enfin, merci à ces 50 professionnels, pardon, je répète, pour que ce soit enregistré, de consacrer de leur temps, et beaucoup de temps, de mettre beaucoup d'énergie à travailler là-dessus. Ça, franchement, c'est épatant. Ils le font avec une recherche de l'intérêt général. Alors, est-ce que on sera critiqué? Oui, sans doute. Il n'y a pas de système où on va trouver quelque chose qui fasse un consensus absolu et qui à la fois soit à la hauteur des enjeux. Bien entendu qu'on sera critiqué. Mais est-ce qu'on agit pour ne pas être critiqué? Ou est-ce qu'on agit pour l'intérêt général? La réponse est assez simple, on agit pour l'intérêt général. Vous concluez, Christopher Baldelli. Je ne vais pas conclure sur ce que vous avez dit, mais qui est très juste. Nous, on n'est pas là non plus pour faire le catalogue de tous les demandes qui nous ont été faites. On va nécessairement arbitrer, peut-être même faire des propositions que personne n'a à ce jour articulées, si on pense qu'elles ont une pertinence. On prendra notre responsabilité, on prendra nos responsabilités, y compris dans la critique. Je pense que c'est le propre de l'exercice. On essaiera juste de faire œuvre utile et d'essayer, parce que c'est un intérêt général extrêmement fort, d'essayer de trouver les réponses qu'on peut trouver. Mais il ne faut pas non plus attendre de miracles, parce que je l'ai dit, il y a des professionnels, il y a des entreprises qui travaillent tous les jours sur ces enjeux, sur les questions de modèle économique dont on voit qu'elles sont de plus en plus difficiles. Donc on va essayer de faire le mieux possible, on va essayer d'être le plus constructif dans nos propositions, mais on ne va pas non plus nécessairement, comment dirais-je, trouver de solution miracle. Juste peut-être, puisque Hubert m'invite à conclure en quelques mots, c'est d'abord merci pour votre attention. On voit bien que dans les questions, vous êtes des professionnels, dans les questions que vous posez, ça permet un échange extrêmement important. Et on voit bien qu'au fond, c'est le point le plus important, vous en êtes persuadés, nous en sommes persuadés, mais il faut que les Français en soient aussi persuadés. En tout cas, visiblement, à ce stade, les pouvoirs publics le sont à travers l'initiative du président. On verra concrètement derrière dans ce que les pouvoirs publics mettront en œuvre à la suite de nos conclusions. Ça, on ne le maîtrise pas, ce sera leur responsabilité à eux. Mais en tout cas, on est sur des sujets essentiels pour la démocratie. Et je trouve le pluralisme, l'indépendance de l'information, la capacité à avoir des entreprises, médias suffisamment divers et variés. Mais surtout, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a cru durant longtemps, parce qu'on vit en démocratie depuis très longtemps, nous en France, les autres pays en Europe, on a cru depuis trop longtemps que la démocratie était quelque chose de définitivement acquis et qu'au fond, tout tournait. Et là, on est en train de se rendre compte de l'importance de la démocratie, que certaines démocraties peuvent assez vite basculer dans des systèmes moins démocratiques,
y compris les plus grandes démocraties, que les fake news peuvent avoir des effets extrêmement importants sur la vie des citoyens. On le sait tous sur le Brexit. Dans le cadre du débat sur le Brexit, il y a eu des fake news très importants qui, au fond, n'ont pas nécessairement permis que les citoyens aient tout l'éclairage sur leur vote et leurs décisions. Que les Britanniques regrettent aujourd'hui. Oui, et c'est un sujet essentiel pour nous, pour la France, pour l'Europe. Nous, la seule chose que je dis toujours, et je reviens à Public Sénat, tu m'y as engagé, Public Sénat est une chaîne citoyenne. Elle n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser. On est tous sauf une chaîne d'opinion. On doit, en revanche, pour le citoyen, essayer de lui donner au mieux sur n'importe quel sujet les clés pour que lui-même se forge une opinion. Mais avant qu'il ait une opinion, ou même s'il a une opinion, qu'il la confronte à un certain nombre de clés pour voir s'il la maintient ou s'il change d'opinion, à la marge ou radicalement. C'est ça profondément la citoyenneté. Et moi j'ai la conviction, parce que j'y travaille maintenant depuis un certain nombre de dizaines d'années, que le rôle des médias, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient de presse, qu'ils soient de télévision, qu'ils soient de radio, qu'ils soient numériques, et qu'ils soient privés aussi, le rôle essentiel des médias. Alors pour les médias publics, je ne devrais pas le rappeler, mais c'est une évidence absolue. Au privé, on ne peut pas toujours leur demander de tout faire, mais pour les médias publics, en tout cas, leur rôle essentiel est de donner aux citoyens la capacité à comprendre le monde dans lequel ils vivent et à éclairer ses votes de citoyens. Merci Christopher Baldelli, merci Christophe Deloire, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté ces échanges riches et documentés sur les EGI, États généraux de l'information, qui s'achèveront à l'été. Vous retrouverez l'essentiel de ce débat, la retranscription de ce débat en vidéo sur le site du Presse Club. À bientôt.